a des gens qui ont une dette de 20 000, ils ont une maison qui n'arrive plus à payer, ils ont une voiture qui n'arrive pas à payer, avec beaucoup de retard de paiement sur ces produits financiers. Ils sont stressés. Et pour eux, l'unique solution, c'est de déclarer la faillite. Ouais. C'est la pire des choses à faire. Tu gaspilles de l'argent tous les jours à aller sur l'application d'Amazon, commander des conneries qui déprécient en valeur, alors que tu as un business devant tes yeux, juste si tu avais l'information. De nos jours, devenir entrepreneur à côté, peu importe le boulot que tu as, c'est une nécessité. C'est plus un choix. Combien je t'ai dit on a dépensé dans notre entreprise quand on a déménagé à Dallas ici pour que je sois dans un club avec tous les VIP développeurs à Dallas? 50 000 $. 50 000 $. Bienvenue sur le podcast L'Effet Boom. Bonjour la famille, je suis ici avec mon business partner Sommet, le roi du crédit et du financement ici aux États-Unis. Mon nom c'est Mamadou Lamine Diallo, développeur d'immobilier de luxe ici à Dallas, Texas. Comme vous voyez, on est à Dallas aujourd'hui, donc on représente, d'accord? Alors aujourd'hui, on fait un autre podcast pour parler de quoi? De financement et de financement et de financement, un tout petit peu de crédit parce qu'on en a tellement fait au sujet du crédit, mais une chose qu'on a tous en commun ici aux États-Unis, que tu aies un salon de coiffure, que tu aies un restaurant, que tu es dans l'industrie d'immobilier comme nous, tu investis dans l'immobilier, une chose qu'on a en commun, Sommet, c'est financement et financement et financement. 99,9% des appels qu'on reçoit, c'est comment est-ce que je peux obtenir des financements pour agrandir mon salon de coiffure, ouvrir un autre magasin, investir dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, on va parler de divers produits de financement, à commencer par le financement de business à 0%, aller jusque les SBA loans, les personal loans et tout ce qui va avec. Et on va expliquer quel genre de produit est bon pour quel genre d'industrie. D'accord, en règle générale ici aux États-Unis, et bien sûr la fondation, c'est le crédit. D'accord, donc le crédit, on en a parlé encore et encore et encore. Donc on va commencer ça vite fait, mais je ne veux pas qu'on s'attarde trop sur le crédit. C'est juste dire un peu le score que tu as besoin et le profil que tu as besoin. D'accord, donc je laisse d'abord Mr. Sommet se présenter, après on rentre dans le vif du sujet. Alors bonsoir, moi c'est Monsieur Sommet Baponkoun, entrepreneur, spécialiste du crédit et de financement des petites entreprises. Donc, tu finances des petites entreprises à partir du trucking, que quelqu'un veut aller dans l'immobilier, et tu es basé pour l'instant à Ohio. Je suis basé présentement à Ohio avec l'envie de venir rester au Texas. Ouais. Je suis en visite à Dallas au Texas en ce moment où Mamadou est vraiment en train de me montrer tellement de bonnes choses ici dans l'État du Texas que ça donne envie de venir investir. C'est un État qui est tellement favorable aux investissements immobiliers D'office. et aux autres types de business. Beaucoup de gens avec l'argent qui déménagent ici, de la Californie, de New Jersey, de New York, tous les gens qui ont beaucoup d'argent, ils déménagent ici. Un, c'est un des États les plus grands après la Californie aux États-Unis. Deux, le plus peuplé. Trois, le plus riche. D'accord? Et niveau investissement immobilier, comme c'est un État rouge, très dérégulé, ça veut dire c'est qui est très bien pour un entrepreneur. Donc, si vous remarquez, même les gens qui ont beaucoup d'argent à New York et tout, leur entreprise c'est souvent enregistrée, soit ici, soit en Floride et tout ce qui va avec. Mais bon, ça, c'est une conversation pour un autre jour. Donc, la famille, ça, c'est mon business partner. Pour la plupart d'entre vous qui nous connaissez déjà, quand vous me contactez à chaque fois pour commencer d'abord par nettoyer votre crédit comme il faut, comme un bébé qui vient de naître, on vous envoie d'abord dans notre département de crédit avec Sommet pour faire la réparation. Donc, on va commencer par ça. Après, on va commencer à parler des financements et vous expliquer un peu différents financements qui existent et les options. D'accord? Donc, du coup, Sommet, comme je dis, on commence par le crédit. Bien sûr, ça, c'est la fondation. Pour obtenir des financements aux États-Unis ici, si quelqu'un n'a absolument rien du tout, je vais prendre l'avatar de quelqu'un qui n'a pas du tout de profil de crédit, mais ils ont un numéro social, ils sont ici aux États-Unis et ils veulent accéder au financement. Et je viens de remarquer que même la personne qui n'a pas de crédit du tout est beaucoup plus facile à aider que la personne qui est déjà ici depuis 15 ans et ils ont tellement déconné qu'on doit d'abord nettoyer plein de choses avant de commencer même à les aider avec le crédit. Donc, si tu n'as rien du tout, quand tu arrives, quelle est la première étape pour te prendre de 0 credit score à 750 credit score en 30 jours? Alors, d'entrée de jeu, nous faisons ce qu'on appelle une analyse de ton profil de crédit. Lorsque nous n'avons pas accès à ton profil de crédit, ça veut dire que tu n'as pas de crédit. Tu viens d'arriver, tu as 0 crédit. Or, le score de crédit est calculé sur la base de l'historique de paiement. Si tu viens d'arriver, que ta sociale est totalement neuve, tu as besoin d'historique de paiement pour déclencher ton score. Nous allons ajouter ce qu'on appelle Authorized Users en anglais, ce qui veut dire l'historique d'une autre personne peut être ajouté à ton profil, à ton numéro de social et automatiquement ton profil hérite
de l'historique de cette personne. De façon concrète, si toi, tu as une carte de crédit de 10 ans et que tu as fait le paiement sans retard de paiement, aux yeux de la banque, tu es très responsable. Tu es une personne crédible. Aux yeux de la banque, tu as un sérieux que tu as montré durant les 10 années de paiement. Lorsque cet historique de 10 ans qui constitue 120 mois de paiement est introduit dans un nouveau profil, automatiquement, ce nouveau profil bénéficie de toute cette historique et automatiquement, ça lui déclenche un score dans les 30 jours et ce profil devient plus fort que celui qui a un profil de 2 ans. D'accord. Donc, ça veut dire, par exemple, si moi j'ai 0 crédit et que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une très bonne historique, d'accord, des cartes de crédit payées en temps et en heure, mais qui ont aussi l'âge, qui ont peut-être 5 ans, 7 ans, peu importe, s'ils veulent bien me rajouter sur leur profil, moi, j'hérite automatiquement de leur limite sur leur carte, sur mon profil, et j'hérite aussi de l'âge. À ce moment-là, c'est gratuit, comme c'est la famille. Mais il y a aussi des compagnies, la nôtre inclus, qui vont Authorized User ou bien AUs ou bien d'autres personnes les appellent des trade lines, right? Et aussi, parce que je sais qu'une des questions que je reçois souvent avec la communauté africaine, c'est est-ce que c'est même légal? Et ils savent pas qu'il y a même des grosses compagnies qui travaillent pour les grosses banques, qui appellent les gens avec des très bons profils de crédit, qui te proposent de vendre ton historique pour toi et ils te payent un mensuel sur ça. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de ça? By the way, bien sûr, on n'est pas vos conseillers financiers légaux, on n'est pas vos avocats et tout ce qui va avec, mais c'est juste pour vous dire que si vous-même vous allez en ligne maintenant, vous faites la recherche des trade lines et des AUs, même les banques appliquent ceci tous les jours et ils offrent les services qu'ils te vendent toi-même ta bonne historique. Est-ce que tu reçois souvent cette question? Oui. Alors, ajouter quelqu'un sur l'historique de paiement est totalement légal aux États-Unis. Il y a même des mortgage companies, des compagnies qui approuvent les gens pour acheter des maisons. Lorsqu'ils sentent qu'il manque l'âge sur ton profil, ils te conseillent d'ajouter un authorized users parce que c'est le seul élément qui montre que ton profil va aller d'un point A à un point B. Automatiquement, quand on t'ajoute sur ce profil, ça déclenche ton score et tu es éligible et tu es qualifié pour ta maison. Donc, pour l'achat de maison, ça peut accélérer. Ouais, d'office. Il y a des familles qui louent pendant 10 ans, qui ont juste besoin d'acheter leur résidence primaire et qui ont juste besoin d'ajouter un compte dont ils vont hériter l'historique et l'âge et automatiquement, ils sont qualifiés pour leur résidence primaire. Ouais. Parlant de résidence primaire, évitez d'aller acheter des maisons individuelles. En tout cas, la première fois, c'est qu'on appelle single family, où il n'y a que vous qui pouvez y vivre ou bien votre famille. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas un investissement vraiment pour les prochains peut-être 10 ans à 15 ans. Ça ne vous ramène rien du tout. Vous faites que payer les dettes. Quand vous commencez par ce qu'on appelle le house hacking aux États-Unis, c'est quand vous allez pour utiliser le même financement, FHA, VA, conventional, ou bien d'autres genres de financement qu'on finance au LLC, DSCR loans, qu'on finance au LLC pour l'immobilier spécifiquement, et acheter 2 étages ou 3 ou bien 4, vous vivez sur un ou vous faites louer les autres. Et si dans l'état où vous êtes, ce genre de bien qu'on appelle multifamily se trouve que dans des zones où vous n'aimez pas y vivre, c'est pas grave, prenez le même financement, vous faites louer, après vous allez louer là où vous aimez habiter et maintenant vos locataires vous payent pour payer le loyer là où vous habitez. C'est pas vous qui vous réveillez tout le matin et qui galérez, qui devez aller travailler, faire Uber, tresser, fatigué, vous tuer à l'hôpital avec vos dos juste pour payer une dette sur un single family. Je parle en tout cas la première fois. Ou bien maintenant c'est vos locataires qui vous payent votre deuxième maison, qui paye votre maison de rêve. Mais maintenant vous avez déjà sécurisé 4 étages déjà, où des locataires vous payent tous les mois et maintenant vous allez acheter votre résidence primaire où c'est pas vous qui devez galérer pour travailler pour payer cette dette-là. D'accord? Vous avez des revenus passifs. Donc, on vient de comprendre que la personne la plus facile à aider, c'est celle qui n'a rien parce qu'ils n'ont pas encore déconné. Oui. Maintenant, il y a plein de profils aussi qu'on reçoit dans notre communauté où ils ont fait plein d'erreurs déjà et il y a plein de choses à nettoyer. Right? Oui. Quelles sont les pires des choses à éviter d'avoir sur son profil? Bon, je sais, bankruptcy par exemple. Right? Tu peux expliquer un peu c'est quoi le bankruptcy? Le bankruptcy, c'est lorsque un individu, je parle bien sûr du bankruptcy individuel, pas de bankruptcy de business. Le bankruptcy, c'est déclarer faillite. Déclarer faillite sur la base du nombre de prêts qu'on n'arrive pas à rembourser, du nombre de dettes qu'on n'arrive pas à rembourser. Il y a des gens qui ont une dette de 20 000, ils ont une maison qu'ils n'arrivent plus à payer, ils ont une voiture qu'ils n'arrivent pas à payer. Avec beaucoup de retard de paiement sur ces produits financiers, ils sont stressés. Et pour eux, l'unique solution, c'est de déclarer la faillite. Ouais. C'est la pire des choses à faire. Parce que ne pas avoir la solution de paiement ou de remboursement ne doit pas vous pousser à aller déclarer la faillite.
Déclarer la faillite veut dire que vous avez mis votre vie financière en prison pendant 10 ans. Et ça, c'est si tu le fais sur ton nom Si propre tu le personnel. fais en tant qu'individu. Mais si c'est ta société qui déclare faillite, il n'y a pas de souci. Parce que c'est juste la société. C'est juste la société. Elle ne touche pas l'individu. Alors, lorsque l'individu déclare la faillite, pendant 10 ans, aucune banque, aucune institution financière ne va encore vous prêter ou bien vous donner un produit. Alors que si vous avez des comptes qui ont des retards de paiement, il suffit que vous venez nous voir. Nous allons vous aider à enlever ces profils négatifs qui affectent votre crédit et votre crédibilité va encore connaître une croissance. Du coup, ne pas déclarer bankruptcy et puis clean up son profil de crédit est la meilleure solution. Et je sais qu'il y a 2 chapitres quand on parle de bankruptcy. On a le chapitre 7, chapter 7, et on a le chapitre 13, chapter 13. Souvent, la plupart des gens qui vont chez les avocats demander conseils ou bien les agents commerciaux ou bien les voisins dans la communauté, le premier conseil qu'ils reçoivent, écoute, c'est trop de dettes, va juste déclarer faillite, mais ils ne connaissent pas les conséquences long terme sur ton crédit maintenant qui va t'empêcher d'accéder à quoi que ce soit comme finance pour accomplir tes objectifs ici aux États-Unis, qui est un pays d'entrepreneurs, qui n'est pas un pays qui a été fait pour les travailleurs. Ouais. Donc, entre ces 2 chapitres-là, est-ce que tu peux un peu expliquer les 2 chapitres, la différence entre les deux? Bankruptcy Chapter 7, c'est ceux qui déclarent les faillites sur la base des dettes dont on ne va plus les demander de payer. Le Bankruptcy Chapter 13, ça c'est ceux qui déclarent faillite pour que les institutions financières qui les poursuivent arrêtent la poursuite. Okay. Mais ils sont toujours redevables de la dette. Okay. C'est-à-dire on suspend tes paiements, mais tu dois continuer à payer en bas. Donc ce que la plupart des gens font, ils préfèrent le Bankruptcy Chapter 7 qui est lui qui efface totalement les dettes. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les comptes sur lesquels vous devez sont totalement annulés dans votre credit report. Si tu devais 20 000 sur une carte de crédit, 15 000 sur une voiture, 10 000 sur une autre carte de crédit, dans ton credit report, on va juste mettre 0, 0, 0 et en bas, on va mettre Public Record Chapter 7 Bankruptcy. Okay. Donc, tous les autres comptes sont fermés, mais la marque de Chapter 7 Bankruptcy est en rouge. Et c'est ça qui t'affecte pendant plusieurs années. Tu ne pourras plus payer une maison, tu ne pourras plus louer facilement. Personne ne va t'accorder un produit financier, étant donné que nous vivons dans un pays qui est basé sur le crédit. Tu te mets en prison. Il y a un des dossiers qu'on vient d'avoir, le vieux, il a dit, parce qu'il a fait ça, il a fait cette erreur, après qu'il ait traversé un divorce, mais il ne savait pas mieux. Il y a toujours une solution au lieu du bankruptcy, si vous contactez la bonne personne. Il a dit maintenant, quand il rentre à la banque, littéralement, ils appellent la police. Mais c'était juste pour rigoler, mais dès qu'il rentre, l'alarme sonne direct. Parce que le bankruptcy, ça fait des années qu'il essaye d'investir dans l'immobilier et il ne peut pas obtenir le financement. Donc ça, la famille a absolument évité. Tout le reste, on a collection, on a payer en retard les payments, on a inquiries. Tu peux un peu expliquer c'est quoi les collection inquiries et charge off. Yeah. Alors, lorsque tu dois une dette à une banque, que tu as un retard de paiement de 30 jours, de 60 jours, on marque dans ton credit report le nombre de jours de retard de paiement. Tu as un retard de 30 jours, on va marquer 30 days late payment. Okay. 60 jours, 60 days. 90 days, 120 days, 150 days. Après 5 mois de retard de paiement, la banque va déclarer que votre dette n'est plus collectable. Donc, elle n'arrive plus à récupérer sa dette envers vous. Qu'est-ce que la banque fait? La banque va charge off votre dette. Elle va écrire un document officiel aux impôts pour dire que cette dette-là, on ne peut plus la récupérer. Et en écrivant aux impôts, le charge off devient une dette que la banque ne peut plus collecter. Et c'est ça qui va comme... Cette banque-là peut avoir un département interne qui va maintenant essayer de collecter ça sous forme de collection. Ça, c'est le charge off. Mais la banque détient toujours la dette. Okay. En charge off. Lorsque la banque n'arrive toujours pas à collecter, prenons une dette de $5 000.
la banque peut vendre la dette maintenant à une compagnie qu'on appelle Collection Company. Et cette compagnie-là, elle peut payer la dette à $200. Lorsqu'elle paye la dette de 5 000 à $200, ou souvent même moins de $200, elle paye ça à un prix dérisoire. Yeah, ouais. Il y a des investisseurs spécifiquement. Exactement. C'est ça qu'ils visent. Ils visent les mauvaises dettes. Payer les mauvaises dettes, les convertir, les convertir en... harceler les détenteurs et les coups de fil, les lettres, jusqu'à aller vous convoquer à la justice pour une dette qui ne les appartient pas. Yeah. Ça s'appelle des note buyers. Dans l'immobilier, ça existe beaucoup. Dès que cette compagnie te harcèle, tu trouves un terrain d'entente. Et ils vont te dire sur la dette de 5 000, paye-nous $2 000. Et toi, tu trouves que c'est un bon deal. Chaque semaine, tu payes. Chaque mois, tu payes. Mais en réalité, c'est de l'argent que tu payes que tu ne devais pas payer. Parce que la banque à qui la dette appartient va faire une réduction de bénéfices à la fin de l'année fiscale. Elle va récupérer tout l'argent qu'elle n'arrive pas à récupérer. Donc, automatiquement, les impôts ont payé à cette banque cette dette. Pourquoi le Collection Company doit te demander de payer encore? Non, tu ne dois pas payer. C'est des investisseurs. Ils cherchent à te... Parce qu'il faut savoir, la famille, que ici aux États-Unis, leur système économique fonctionne sur... C'est juste de la documentation. Donc, si cette personne arrive à vous convaincre de recommencer les paiements, vous déviez $5 000, ils disent maintenant vous payez que $3 000. Avant, vous payez $300 par mois. Maintenant, ils vous disent payez juste $50. Si vous payez ces $50 en temps et en heure pendant 6 mois à cet investisseur privé là, lui maintenant il peut aller à la banque, comme il a ramené ça en tant que performing note, il peut aller gagner de l'argent avec ça. Littéralement, c'est toute une industrie. Mais comme Sommet, il dit, donc, très bonne question pour toi, Sommet, right? Si maintenant, moi, j'ai des collections, parce qu'on a vu beaucoup de gens qui font cette erreur. J'ai des collections sur mon profil et je vais payer la somme, parfois des petites collections de $400 ou des choses comme ça. Je vais payer la collection pensant que quand je paye, ils vont enlever sur mon profil. Malgré qu'ils payent, c'est toujours là, c'est toujours en train de descendre le credit score. Donc, tu viens de dire quelque chose de clé. Normalement, ils ne doivent même pas le payer. Mais est-ce que tu peux aller effacer même s'ils ne payent pas? Ne payez jamais une collection tant que cette dette n'est pas détenue par le principal fournisseur. Okay. Si toi, tu es la banque, que tu me donnes une dette que je n'arrive pas à payer, que tu essaies de collecter, je peux faire un arrangement avec toi. Mais si toi, la banque, tu vends à une tierce personne, ne payez jamais de l'argent à cette tierce personne parce que vous êtes en train de jeter de l'argent dehors. Le collection qui est déjà dans votre credit report, il a déjà drop votre score de plus de 80 points, plus de 100 points. Même si vous payez, votre score ne va pas s'améliorer. Il est préférable d'utiliser cet argent, faire réparer votre crédit et on va le remove de votre profil. Automatiquement, votre score va remonter. Ne jamais payer le collection company. Ne jamais faire de debt consolidation. Consolidation. Quand vous faites la consolidation de tous les cartes que vous avez, parce qu'ils clôturent les comptes. Évitez de faire le debt consolidation. C'est une très mauvaise chose parce que ça détruit votre profil de crédit. Alors, si vous avez 5-6 dettes, que quelqu'un vous convainc à consolider ça en une seule, ce n'est pas bon. Parce que vous allez avoir tous vos comptes fermés et là où c'est consolidé, vous payez et ce n'est pas reporté dans votre profil de crédit. Tu vois ça? Vous jetez de l'argent dans l'eau qui n'est même pas reporté. Entre-temps, ils détruisent tout votre profil parce qu'il y a 5 comptes qui sont fermés. Ce n'est pas bon. Donc la famille, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que c'est pas que le score. Oui, votre score est important. D'ailleurs, le nouveau sexy, un des t-shirts que je vais créer, c'est le nouveau sexy, c'est 700 credit score, right? Notre communauté privée qu'on a, on a une académie privée où on enseigne 4 fois par semaine. Toutes les personnes là-bas, ils sont obligés d'avoir 700 credit score ou plus, mais aussi le profil. Parce que quand vous allez pour obtenir les financements, que vous voulez un financement pour un salon de coiffure, pour investir dans l'immobilier, les financements de business à 0%, la fondation, ça va être non seulement le crédit, le score, mais surtout le profil. Quel genre de compte vous avez? Quel genre de carte de crédit vous avez? Quelles sont les limites sur ces cartes de crédit? Quel est l'âge de votre profil de crédit? C'est pour ça qu'il a parlé tout à l'heure de rajout des trade lines pour vous donner l'âge si vous n'avez pas l'âge. D'accord? Vous aurez besoin de tout ça pour avoir la crédibilité nécessaire pour accéder à 100 000, 150 000, 200 000, 250 000 $ pour investir dans vos business et vos objectifs respectifs. Donc, après ça, dépendant le financement, maintenant, on va parler de LLC. D'accord? On va parler de LLC. Bon, nous, notre passion, c'est l'immobilier. Mais il y a tellement d'autres industries qu'on a déjà investi pour se faire de l'argent. Mais on va commencer par un exemple sur l'immobilier, par exemple. Si vous allez pour obtenir
On va commencer par les financements à 0%. Quand je dis 0%, ça veut dire il n'y a pas d'intérêt. On appelle ça no DAC loans. No DAC, en anglais, veut dire pas de documents. Donc, quand je viens, je n'ai pas envie de montrer mes tax returns et je n'ai pas envie de montrer mon income personnel. Ce que j'ai envie de montrer, c'est juste mon credit score et mon profil et mon LLC. Cette combinaison-là, maintenant, il faut savoir que les banques, comme le crédit, les banques détestent toute chose qui est nouveau ou bien qui est bébé. Si vous avez un crédit qui n'a pas l'âge, pourquoi on rajoute l'âge? Parce que les banques n'aiment pas un bébé qui vient de naître. Et du coup, on rajoute l'âge sur le crédit pour vous donner la crédibilité. C'est la même chose pour le LLC. Quand on va à la banque et on a le LLC ici et il vient d'être créé, la banque, il regarde ça comme si c'est un nouveau-né qui vient de naître, qui ne s'est même pas encore crawlé, et tu viens nous demander 200 000 $ pour investir, pour commencer un business. Donc, ils vont te donner, oui, si le profil et le LLC est bien structuré, mais ils vont te donner des sommes qui sont limitées, des petites sommes. Si tu veux les grosses sommes, on va aussi aller essayer de viser ce qu'on appelle un H Corp. C'est un LLC qui a déjà de l'âge. C'est entre 2 ans. Vous ne voulez jamais acheter un LLC qui a moins de 2 ans et vous ne voulez jamais acheter un LLC qui a plus de 5 ans. Entre 2 ans et 5 ans. Et les prix varient entre 2200 à 2800 jusqu'à 3100 $, dépendant de l'âge que vous achetez. Vous héritez de l'âge automatiquement. Comme ça, quand vous allez à la banque avec ces deux combinations-là, vous pouvez obtenir 100, 150 000, 200, 250 000 $ à 0% d'intérêt. Maintenant, on va un peu expliquer ce que cela veut dire parce que je vois beaucoup de confusion sur ça. Ce financement ici dont je parle, je suis en train de parler de financement de business. C'est quoi un business? Un business, c'est une idée que toi, tu as en tête. Tu veux ouvrir un salon de coiffure, tu veux ouvrir un magasin. Il y a d'autres produits pour ce genre de business-là. Je donne juste un exemple. Comme nous, on est dans l'immobilier, je vais investir dans l'immobilier. Je vais faire un projet de rénovation pour revendre sur le marché qui prend environ 6 à 7 mois. Je vais faire un projet de nouvelle construction. Je vais trouver un terrain, je vais construire pour revendre. Ça prend entre 9 et 12 mois. Ou bien 11 mois si vraiment tu as des retards jusqu'à 12 mois. Et comme tu as 0% d'intérêt, si tu prends ces financements-là et tu les mets dans l'immobilier, tu sais que tu peux récupérer ton principal et ton profit avant que l'intérêt commence, pour la plupart du temps. Ou bien si tu as l'idée d'autres business que toi tu connais, que tu peux... donne-moi quel exemple de business tu penses que tu peux mettre de l'argent dedans et moins récupérer ton principal avant les 12 mois. Une fois, tu m'as parlé des trucks, par exemple, les box trucks. Le transport. Le transport. La logistique. Quand je dis logistique, ça regroupe un peu de tout, c'est-à-dire des camions, remorques, les box trucks qui ne demandent pas un permis commercial et il y a aussi les vannes qui transportent le courrier. Alors, lorsque tu as la logistique et que tu comprends que derrière la logistique, tu peux construire une autre entreprise qu'on appelle le dispatching service. Le dispatching service, c'est un business où tu regardes où prendre ta marchandise, à combien il est payé, d'où il quitte et où il doit être livré. Wow, littéralement, tu peux dire, si je vais chercher une marchandise à New York et cette marchandise doit être livrée en Californie, ça va me prendre 2 jours de route. Le dispatcher peut te dire, ce colis-là, il est payé à 4 000 ou à 5 000 $. À toi maintenant de comprendre, et c'est ici que c'est très important que nous donnons les informations à la communauté. Et by the way, la famille, il est en train de vous parler d'un... Moi et Sommet, on ne va jamais vous parler de quelque chose qu'on n'a pas fait. Il est en train de vous parler d'un business qu'il a fait pendant des années, d'accord? Alors, bon, ma compagnie de logistique s'appelle Blessing Logistics. C'est le nom de ma fille et c'est la toute première fois que je vais disclose ça. Parce que quand je parle de trucking, les gens ne savent pas que moi-même, j'ai conduit le semi-truck avec le CDL pendant 2 ans avec une compagnie qu'on appelle Western Express, qui est une très grosse compagnie qui est basée à Nashville, Tennessee. Donc, j'ai conduit le semi-truck, j'ai fait all 50 states, y compris Canada et Mexico. Donc, j'ai eu l'expérience sur la route, l'expérience de conduire les gros camions. Ensuite, j'ai fait le box truck, où j'ai eu des contrats avec Amazon, où on fait Amazon Relay, qui est un très bon business. Lorsque tu as le load board de Amazon, tu sais que cette nuit, je vais à Amazon, je cherche un colis d'un point A à un point B. Il est payé à 1 000 $ pour la nuit. Il est payé à 800 $ pour la nuit. Tous les prix sont affichés. T'imagines? Tu connais la distance et tu connais à peu près combien le carburant va te prendre. Donc, n'entrons pas dans des industries que nous ne maîtrisons pas. Surtout, encore mieux, imagine tu vis à New Jersey, tu vis à Texas, tu vis à New York. Tous les jours, des camions d'Amazon passent devant chez toi. Ou bien toi-même, tu gaspilles de l'argent tous les jours à aller sur l'application d'Amazon, commander des
conneries qui déprécient en valeur alors que tu as un business devant tes yeux juste si tu avais l'information. Mamadou, écoute, tous les supermarchés, il y a de la nourriture. Tous les jours de la nourriture fraîche. Il y a des articles frais. Le nombre de camions qui viennent charger pour approvisionner tous les magasins, c'est énorme. La logistique, même au temps de Covid, c'est la seule industrie qui continuait à fonctionner parce que les gens doivent manger, les usines doivent tourner, et les constructions doivent continuer. Toujours. Donc, c'est un bon business, mais il faut comprendre les ins et les outs. Et tout ça revient au financement. Ça revient au financement. Et pour répondre à ta question, celui qui veut commencer une industrie de transport, il a besoin soit d'un camion, ou bien d'un box truck, ou bien d'un van. Aujourd'hui, j'ai eu 3 appels comme ça. Aidez-moi, j'aimerais acheter mon camion. Ça fait 10 ans que je conduis le camion en tant que chauffeur. J'aimerais maintenant, j'en ai marre. J'aimerais commencer. Hier, on a eu un appel d'un frère. Tu sais combien de compagnies il gère dans la logistique à New Jersey? Il gère de New Jersey jusqu'à Floride, Mais le gars, t'aurais déjà tout un empire si seulement tu es déjà dans le business. Il travaille pour quelqu'un. D'ailleurs, les Indiens et les Asiatiques, ils font souvent ça. Ils rentrent dans l'industrie du trucking. Ils conduisent pendant une année, après ils commencent leur propre business. Donc la famille, je donne ça comme exemple et vous pouvez appliquer le même exemple dans l'industrie du braiding, salon de coiffure, machin. Pourquoi j'ai ramené ça à Sommet? Parce que quand on parle de financement de 0% d'intérêt, ça veut dire que la banque te dit voici de l'argent, ton crédit il est bien structuré, on finance ton LLC, on n'a pas besoin de tes tax returns, on n'a pas besoin de ton income. Ça s'appelle des no-tax loans. Littéralement dans notre communauté privée où tous nos clients, on vous prépare même pour l'interview. Il y a une interview à passer. Quand vous faites l'interview pour obtenir ces financements-là, les banques, il y a des industries qui aiment bien financer. Donc, quand tu vas à la banque, on ne va pas là-bas et puis leur dire « Ah oui, j'aimerais bien avoir 150 000 $ parce que je vais l'investir dans l'immobilier. » Parce qu'il y a des produits très spécifiques à l'immobilier. Et on utilise des choses, on va parler de ça tout à l'heure, on utilise des lenders qu'on appelle des hard money lenders pour la plupart du temps dans l'immobilier, à part si on veut acheter une résidence principale ou bien des résidences très nouveaux déjà rénovées, on peut aller chez Chase, Bank of America, Wells Fargo. À ce moment-là, on va utiliser nos tax returns. Mais dès qu'on utilise un LLC, on va chez des hard money lenders. Mais les financements à 0% spécifiquement, quand on va là-bas, on leur dit non. On leur dit non. Je veux le funding qu'on appelle no DAC loans. Ça veut dire, j'ai pas besoin de présenter de documents. Maintenant, ils vont te demander, OK, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Les banques c'est déjà écrit, la famille. Ils ont déjà écrit quelle industrie est-ce qu'ils aiment financer. Et ces industries sont liées à des codes qu'on appelle NAS codes. Right? Et quand vous allez là-bas, vous devez savoir quelles sont ces industries. Il y a le consulting, d'accord? Il y a le marketing. Donc, quand on va là-bas, on ne va pas commencer à leur dire « Oh, mon rêve, c'est d'aller ouvrir un salon de coiffure. C'est d'aller faire le trucking. C'est d'aller faire dans l'immobilier. » Parce que la banque, ils ont mis ces industries-là dans un code qu'on considère un code risqué. Du coup, dès que tu leur dis ça, ils vont toujours te donner des petites miettes que tu ne peux rien faire avec. Donc, quand on va là-bas, on leur donne les industries qu'ils aiment bien financer avec les financements à 0%. Parce qu'il y a d'autres produits de financement qui ne sont pas à 0%, qui sont aussi très intéressants. Mais ils vont te donner ça pendant 12 mois. C'est 0 intérêt, mais tu as des paiements juste sur le principal. Et c'est là le secret. Le paiement sur le principal, comment ça fonctionne? Quand on va à la banque, on essaye d'obtenir avec 3 banques. Maximum, on essaye d'obtenir 150 à 250 000 $. Avec 3 banques combinées. Imaginez, on va chez Chase. Chase donne à Sommet 50 000 $. 0% pendant 12 mois. Et qu'est-ce que Chase va dire? Sommet, pas Sommet, mais le LLC. Le H Corp. Donc, Sommet vient d'acheter un LLC qui a déjà 2 ans. Ou bien il vient de créer un nouveau LLC, mais de préférence un LLC qui a déjà au moins 2 ans. Ils vont dire voici Sommet Consulting LLC. Ils vont dire voici 50 000 $ Chase. Tu as 0% intérêt pendant 12 mois, mais tous les mois, tu dois payer 1% sur le principal. Pas de l'intérêt, mais sur le principal. Ça, c'est 500 $, non? Donc, la première erreur, la plupart des gens qui font, ils reçoivent les 50 000, ils ont une idée de business, ils vont maintenant prendre ça, ils vont aller louer un salon, ils vont acheter les matériaux ou bien ils vont aller prendre une maison lapidée et ils vont utiliser tout l'argent. Non, c'est pas ce qu'on fait. Première chose qu'on fait dès qu'on a les 50 000, on prend les 1% là, qui est 500 $, on les multiplie par 12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année, on met ça directement de côté. Si on a utilisé une compagnie pour nous aider à obtenir le financement comme la nôtre, on paye ce frais-là. Après, le reste maintenant, c'est notre principal pour aller investir. Donc ça, tous les mois, on n'a pas le stress de je dois faire Uber, je dois aller prendre un nouveau shift, je dois travailler des heures endless pour pouvoir payer le mensuel. Donc vous faites ça pour tous les paiements de tous les 3 banques et le reste de l'argent maintenant, c'est votre
budget pour aller investir dans votre business respectif. Mais pour spécifiquement le business funding, on appelle ça, no DAX loans à 0%, il faut vous assurer que vous mettez cet argent dans une industrie que vous êtes sûr à 99,9% de chances que au moins le principal, même si vous ne gagnez pas votre profit d'abord, mais au moins le principal que vous avez mis vous revient. Et nous, on sait que dans l'immobilier, on peut accomplir ça parce que, par exemple, c'est les mêmes financements qu'on utilise dans les nouveaux développements ici. Quand on trouve un terrain ici à Dallas, on vient d'acquérir un terrain qui nous coûte combien? Sommet $450 000. Comment est-ce qu'on sécurise ce terrain, la famille? On utilise les financements à 0%. Cette maison, on va construire une maison de 4500 square feet qui va vendre dans les alentours de 1,6 million, 1,7 million de dollars ici à Dallas, Texas. Pour sécuriser le terrain, on a 2-3 LLC qu'on a déjà financés avec les financements à 0% et on sécurise le terrain, on ramène 50% avec cet argent-là et les hard money lenders nous donnent 50%. On clôture sur le terrain, après ils nous financent pour la construction et ça va nous prendre 11 mois maximum pour faire ça. On a récupéré l'argent et on paye la banque. Même chose si je trouve une maison lapidée. J'ai pas dit bien locatif pour ce financement-là spécifiquement. Je voulais bien clarifier ça. Donc, maintenant, pour les petits business sommets, on reçoit beaucoup d'appels. Dans notre communauté, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont les magasins africains. Il y a beaucoup de gens qui ont des salons de coiffure. Je sais qu'il y a des choses comme SBA Loans qui sont vraiment bien, qu'on aide les gens à obtenir pour les petits business spécifiquement, qui prend un peu de temps pour commencer à générer des profits. Mais si tu as le bon financement pour ta fondation, tu peux commencer au lieu d'un petit salon ou bien d'un petit magasin, tu peux commencer avec un truc grand où tu génères beaucoup de profits. D'ailleurs, en ce moment, on a combien de dossiers qui sont... Ils ne peuvent pas agrandir leur magasin à cause du manque de financement. Donc, parle-nous un peu du SBA Loan pour les petits business. Le SBA Loan, c'est un produit de l'État. Small Business Administration, c'est la signification de SBA, Small Business Administration. C'est un produit du gouvernement fédéral pour aider les petites entreprises. Et pour être qualifié, il suffit juste d'avoir un business et d'avoir un bon crédit score. OK. Tu dois déjà avoir un business qui existe ou bien si tu veux aussi créer un? Tu dois avoir un business. Que ce soit un nouveau business ou un ancien business. Okay. Tu dois avoir un business d'abord. Tu ne peux pas aller en tant que Mamadou et être financé. Tu as besoin d'un LLC? Tu as besoin d'un LLC, une entreprise et une société à responsabilité limitée, une entité. OK. Vous ne pouvez pas échapper l'entité. Oui. Non, c'est pas bien. Est-ce que les SBA, tu as besoin de crédit aussi? Tu as besoin obligatoirement de crédit. OK. Maintenant, si j'ai déjà le LLC, prenons l'exemple sur un salon de coiffure. D'accord. Est-ce que j'ai déjà besoin d'avoir loué le salon déjà? Ou bien si j'ai juste le business plan dans ma tête, j'ai le LLC, j'ai le crédit, j'ai juste envie d'ouvrir un salon, mais j'ai déjà le LLC? Et il y a deux types. OK. Lorsque tu as un business plan et que tu as une projection sur les revenus, on peut te financer sur la base de la projection des revenus. OK. Lorsque tu as un business qui existe déjà et qui génère de l'argent depuis des années, on peut te financer sur la base des revenus générés plus ton crédit. OK. Est-ce qu'on aide les gens à faire leur business plan ou pas, pour les gens qui ne savent même pas comment faire? Absolument. Nous aidons les gens à faire leur business plan, à restructurer leur business, à faire le marketing pour eux. Parce que ce que nous remarquons dans la communauté, chacun ouvre son salon, chacun ouvre sa boutique et il compte sur ses relations personnelles, sur ses connaissances personnelles et généralement, ils n'ont pas beaucoup de clients. Ouais. Et ce n'est pas organisé comme un business aussi, c'est un travail. Ce n'est pas bien organisé. Par exemple, toute entreprise doit avoir un compte. Business account qui est totalement différent du compte du propriétaire. Lorsqu'on vous demande le relevé bancaire, on ne doit pas avoir le business account en train de payer de la nourriture. La carte du business ne doit pas être en train de payer de la nourriture pour les enfants. Très important. Très important. Alors, donc, le relevé bancaire va être vraiment examiné par le banquier pour voir est-ce que vous mélangez les revenus personnels aux revenus de l'entreprise. Et pour le SBA Loan, c'est très capital. Et c'est la même chose si un jour tu as un problème et tu as un audit du IRS et qui remarque que tu mélanges les dépenses, tu es dans la merde. Exactement. Okay. Pour éviter les audits des impôts, il faut avoir le business account totalement séparé du personnel account. Okay. Et ça facilite même la comptabilité. OK, donc termine d'expliquer c'est quoi le SBA. Voilà, donc le SBA, comme je le disais, le S c'est le small, B c'est business, A c'est administration.
administration. Donc, ce type de loan, il peut aller de 0 à 5 millions. En fonction de la taille du business, en fonction du revenu du business et en fonction du crédit du propriétaire du business. Tu viens d'expliquer la première partie qui est le No Document Loan, qu'on appelle No Doc Loan. Là, on ne demande pas combien tu génères. On ne demande pas combien ton business génère et combien toi-même en tant qu'individu tu génères en tant que W2. Nous sommes dans un cas de figure où on a besoin maintenant de documents. Mhm. Les documents qu'on veut, c'est combien le business génère. Ouais. Ou bien, si c'est toi-même, tu travailles, combien tu génères pour être caution de ton business. Pour la première fois que Pour tu la première fois que tu prends le SBA. Surtout pour la personne qui n'a pas encore le business, tu vas juste montrer des revenus projetés. Exactement. Potentiellement, mon business va ramener X par rapport à mon industrie. Mais pour l'instant, moi, je vais me porter garant. Donc, je vais montrer, moi, mon income. C'est ça, hein? Yes. OK. On a des clients pour la première fois Mhm. qui ont des montants qui varient de 50 000 à 500 000. OK. Lorsque le projet est exécuté, remboursé, ils le repartent vers le même SBA qui les donne de 1 million à 3 millions. Yep. Surtout si tu montres que tu as bien fait. Tu gères bien, Tu gères bien. ton sérieux, ta crédibilité. Mhm. Le SBA, basé sur la relation précédente, peut te financer de 500 000, 2 millions en fonction du projet. Mhm. Lorsque ça s'est bien exécuté, tu pars pour une troisième phase de 2 millions à 10 millions. Wow. Donc, ils sont là pour financer, Mhm. mais pour aussi suivre ce que tu fais de l'argent et comment tu Ouais. D'ailleurs, je viens de voir un Nigérien qui est parti en prison parce qu'il a pris plein de SBA comme ça pendant le Covid. Il est parti acheter des maisons, des voitures de luxe, des chaînes d'or. Et ils pensent toujours qu'ils vont jamais vérifier ça. Mais un jour ou l'autre, ils vont vérifier. Donc, si tu obtiens ces financements-là, mets-les au travail. Si tu connais pas le business, associe-toi avec une personne qui connaît le business dans l'industrie dans laquelle tu veux rentrer. Associe-toi avec quelqu'un. Faites des partages de profits, des partenariats. Mais mets l'argent au travail et génère des profits. Ça sert à rien d'essayer de commencer à faire des histoires. On essaye toujours de... Tu peux pas arnaquer qui a plus d'argent que la banque. Ici aux États-Unis, ils impriment. Leur billet n'est même pas réel. L'argent n'est même pas réel. Ils font qu'imprimer. Tu peux pas être plus riche que la banque. Donc autant garder cette relation en respectant ce que tu as dit que tu vas faire. D'accord? Donc on a SBA. Après, on a ce qu'on appelle... La plupart des gens ne savent pas aux États-Unis quand tu es immigrant ou bien tu es africain-américain, noir et femme, ou bien l'autre côté, là, tu pars de l'autre côté du sexe, là-bas, je ne te le souhaite pas, mais anyway, tu as aussi accès à ce qu'on appelle des grants, et ça, c'est des financements souvent que tu ne dois même pas repayer. La plupart des gens ne savent même pas ça. Donc, les femmes, elles ont double avantage. T'es femme et t'es noir. Tu as accès à des grants, et nous, les noirs aussi, les minorités, on a accès à des grants, souvent des millions aussi, mais c'est juste que ça aussi, ça revient au business plan, la recherche de ton industrie. La plupart des gens qui nous contactent et qui disent « je veux des financements », Mamadou, aidez-nous à obtenir des financements, aidez-moi avec le crédit. La première question qu'on leur pose, c'est quoi, Sommet? Est-ce que vous avez un crédit score qui est bon? Yeah. Mais surtout, l'objectif de l'argent. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Exactement. Et 99,9%, on reçoit des réponses « je ne sais pas, je ne suis pas sûr » ou bien « je veux ouvrir un salon ». Et je demande, OK, tu veux ouvrir un salon, c'est quoi le budget que tu as besoin? Combien tu penses que ton salon va générer? Combien le loyer va te coûter pour la salle que tu vas louer? Les matériaux que tu vas devoir acheter? Ils ne savent pas. Ça veut dire que tu n'as pas encore fait la recherche de ton industrie. Comme ça, quand tu reçois l'argent, tu n'es pas en train de deviner. Parce que si tu as besoin de 100 000, au lieu d'aller obtenir 100 000, tu veux toujours aller essayer d'avoir 130 000, 140 000, 150 000. Parce que tu auras toujours besoin de plus que ce que tu penses. Mais si tu ne fais pas de recherche, tu n'es déjà pas sérieux. Et ça veut dire que moi, je sais que si je t'aide à obtenir ces financements, tu risques de perdre cet argent en un mois et faire tout et n'importe quoi avec. Donc, le business plan, c'est très, très important dans la famille. Est-ce que tu peux expandre un peu sur les grants? C'est quoi les grants? Les grants, c'est des financements non remboursables sur des programmes bien spécifiques. Ça peut être l'industrie dans laquelle tu fonctionnes. Il y a des grants pour les minorités. Lorsque tu es de couleur noire, hispanique, d'autres nationalités, autres que les blancs, tu es éligible pour ces grants. C'est des grants qui peuvent aller de 5 000 à 100 000. Espérons que Trump ne supprime pas tout ça. Exactement. La politique influe souvent sur beaucoup de programmes. Mais pour le moment, ces programmes sont accessibles. Donc, on a les minority grants. Ensuite, on a les minority businesses loans.
loans ou des prêts ou des produits financiers qui sont spécifiquement donnés aux minorités, aux noirs. T'imagines? Uniquement aux noirs. C'est-à-dire, tu es blanc, tu as ton business, tu vas là-bas, on va dire non, tu n'es pas éligible. Ce produit, cet argent, c'est uniquement pour les noirs. Il y a des produits qui sont spécifiquement orientés vers les femmes. Même si tu es noir, que tu es homme, tu parles, on va te dire que ce n'est pas pour eux. C'est pour les minorités, hein, les femmes. Donc, nos mamans, nos sœurs, les salons de coiffure, ils sont même dans le transport, ils sont même dans la construction, peuvent bénéficier de tous ces grants. Aux États-Unis, c'est le seul pays où avoir cette peau-là vous sert. Donc, allez-y au soleil et arrêtez la crème éclaircissante. Hein. Ça peut vous empêcher de d'obtenir les financements. C'est clair, la paix est éliminée. Non, je rigole. Mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Et quand vous allez pour les grants, c'est pour ça que savoir faire un business plan ou travailler avec quelqu'un qui vous aide à faire le business plan, c'est important. Parce que les grants, en fait, la manière dont ça fonctionne, vous devez avoir quelqu'un qui sait faire ce qu'on appelle grant writing. Ou bien, il y a des gens, c'est des gens qu'on appelle des grant writers. Leur boulot, c'est de vous aider à écrire des lettres et des lettres et des lettres pour obtenir des grants. Ils peuvent envoyer 10 par mois. Sur les 10, si on vous accepte 2, vous êtes bon. Ça se peut que vous gagnez 50 000 aujourd'hui, demain 100 000. Vous savez ce qui est bien avec les grants? Vous ne les remboursez pas. Ce n'est pas une dette. C'est de l'argent que vous avez, vous ne devez pas rembourser. Mais ça prend du temps. Je vous dis maintenant, il ne faut pas nous appeler, espérer que vous allez recevoir ça en un mois. C'est d'abord, ça commence par le business plan. Donc, il faut commencer d'abord déjà par savoir dans quelle industrie est-ce que vous voulez aller. Et quand vous obtenez des financements, prenez-les. Tu sais, aujourd'hui, hier, j'étais en train de parler avec, je ne sais plus qui je parlais avec, c'est un ami développeur à moi. Et on parlait à quel point, de nos jours, devenir entrepreneur à côté, peu importe le boulot que tu as, c'est une nécessité. C'est plus un choix. Tu as intérêt à commencer quelque chose à côté. Regarde le prix du gaz, regarde le prix du pain, regarde le prix des beurres, regarde le prix du loyer. Donc, si tu comptes juste sur un travail ou bien sur un seul stream of income, ça veut dire que tu as une seule chose qui te ramène de l'argent et en plus de ça, ça ne t'appartient pas. Tu ne te positionnes pas pour gagner. Tu ne positionnes pas ta famille, tes enfants pour gagner pour des générations. Et toi, tu servis à peine tous les 15 du mois. C'est pour ça que la plupart dans notre communauté, les gens ont 7, 8, 9 boulots et s'en sortent toujours pas. C'est parce qu'au lieu d'aller prendre des boulots, tu devrais commencer un business à côté, pas rajouter des boulots et des boulots. Parce qu'un boulot, un patron va toujours te payer juste assez pour te garder. Jamais pour que tu t'en sors. Donc, tu dois soit... C'était cette semaine, je crois, on a fait un cours où tu as montré à notre communauté privée comment avoir un budget. Comment avoir un budget. Parce qu'un premier problème qu'on a, la plupart d'entre nous, c'est d'abord nos dépenses. Et d'ailleurs, on va venir sur ce sujet. Comment les gens ne comprennent pas que leur carte de crédit n'est pas censée être là pour dépenser un déficit sur ton salaire. C'est pas ça l'objectif d'une carte de crédit. Donc, du coup, à côté, normalement, une chose que tu peux faire, c'est soit tu diminues tes dépenses inutiles, soit tu augmentes tes revenus. Et la seule manière d'augmenter tes revenus, c'est de commencer quelque chose à côté, comme toutes les autres communautés. Tu peux voir un Indien, il a un travail, temps plein, et il achète de l'immobilier à côté. Donc, il a des revenus passifs. Il a ses multifamilies qui lui ramènent ça. J'ai plein d'amis comme ça à Ozone Park, à New York. Il ne blague pas. Right? Tu peux commencer quelque chose comme vendre de la nourriture à partir de ta cuisine. Right? Tu peux commencer ton business de cuisine. Tu peux commencer, pour la plupart d'entre vous qui sont tout le temps sur TikTok, vous passez votre temps sur TikTok. Vous savez combien d'argent vous pouvez vous faire en vendant des choses sur TikTok? Si vraiment tu vas être sur TikTok toute la journée et tu mets tes habits, tu danses sur TikTok, ou bien pour les hommes qui sont toujours là-bas, au moins le produit là, que tu te brosses les cheveux avec, que tu te nettoies les dents avec, commence à vendre ça à côté. Donc, augmenter ton income et diminuer tes dépenses. C'est la seule solution. Donc, c'est plus une question, tu sais, avant, il y avait une époque où c'était un privilège de commencer un business et c'est juste des gens qui sont très, très intelligents. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, sinon tu vas travailler à mourir, à avoir l'AVC. On a plein de cas en ce moment comme ça qui regrettent parce que leur compagnie, ils ont travaillé là-bas pendant 30 ans. Maintenant, ils ont un AVC et la compagnie les a renvoyés le lendemain et ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas acheté un bien locatif. Ils n'ont pas commencé un business à côté. D'accord? Donc, là, on a parlé des grants. Les grants, sincèrement, j'aime bien juste le fait que tu ne dois pas rembourser. Right? Mais les business plans, et comme on dit, on va vous aider avec ça. Maintenant, à côté, et je veux un peu que tu expliques un peu ça, mais parce que la plupart des gens, souvent, ils pensent d'une manière, c'est l'un ou c'est l'autre, blanc ou noir. Mais souvent, dépendant de ton objectif, tu peux faire un mix. Je vous explique. Je suis en train de faire un projet de construction, comme on est des développeurs. J'ai besoin de sécuriser mon terrain d'abord. Pour sécuriser mon terrain, je vais obtenir le financement à 0% via le LLC. Quand j'obtiens ça,
Maintenant, il faut que je construise. Donc, j'ai besoin de financement de construction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chez ce qu'on appelle un hard money lender et eux, ils vont me prêter, puisque j'ai déjà sécurisé un terrain, ils vont me prêter non seulement 50% de l'achat du terrain parce que j'ai déjà mis le terrain sous contrat et j'ai déjà au moins la moitié pour acheter le terrain et ils vont me donner ce qu'on appelle un construction loan. Ça varie entre 12 à 24 mois. Ça, c'est juste pour que je fasse la construction. Si je compte garder la maison, ils vont me redonner un autre financement quand je termine de construire de 30 ans. Si je compte vendre, je vends et je les rembourse. Là, je viens de faire un mix de quoi? No DAX loan et construction loan. C'est la même chose dans les petits business. Donc, je t'entends souvent parler de on a ce qu'on appelle personal loan pour les gens qui ont des très bons profils que tu peux les aider à obtenir jusqu'à 100 000. On a les lines of credit, les lignes de crédit. Explique un peu les divers financements comme ça. Alors donc, pour ceux qui sont dans notre communauté, pour maximiser le capital, tu viens de me dire, le nerf de la guerre, c'est le capital. Alors, je prends un profil typique. C'est un crédit score 740. Excellent. Nous allons sécuriser les produits à 0%. Tu as 150 000 à 250 000 dépendant de ton profil et de l'âge du LLC que tu utilises. Ça, c'est des credit cards à 0% interest sur ton business. Ça n'a rien à voir avec ton profil personnel. Exactement. Tu peux dépenser cet argent sur un projet et ton profil personnel n'est pas affecté. Let's say, toi, Mamadou, on t'a déjà sécurisé 200 000. Maintenant, on va utiliser ton profil personnel pour avoir des produits liés à ton crédit personnel. Mais à côté des 0% interest qu'on a eu, prenons 150 000 moyens. Si ton LLC a plus de 2 ans, on peut avoir ce qu'on appelle line of credit. C'est un deuxième produit qui peut aller de 50 000 à 100 000. Donc, tu as déjà sécurisé 250 000 au nom de ton business. 2 produits. Troisième produit, business loan. Les 2 produits qu'on a sécurisés, ce n'est même pas un loan. Maintenant, on peut avoir un troisième produit de business loan. Supposons que tu as 75 000 sur un business loan. On n'a même pas encore touché ton crédit personnel. En effet. Comme tous ces produits ont été basés sur ton crédit personnel, on a checké ton crédit. Nous, au niveau du crédit repair, on va nettoyer ton profil personnel pour qu'on ne voit pas les inquiries qui ont été utilisés côté business. Maintenant, au niveau personnel, il y a 3 types de produits que tu peux avoir. La même banque peut, pour ton crédit, te donner une carte de crédit de 25 000 et il y a des banques qui peuvent te donner 2 produits en même temps. Ils peuvent te donner 2 cartes de 25 000, 25 000. Ils peuvent te donner un personnel loan basé sur tes revenus personnels que tu génères. Let's say, à ton boulot, chaque semaine, tu amènes $1 500. C'est-à-dire que tu amènes $6 000 par mois. La banque va se baser sur ce revenu mensuel de $6 000 et te donner un personnel loan qui peut varier de $1 000 à 100 000 à 120 000 $. Ça, c'est le personnel loan. Donc, on a déjà les business qu'on a sécurisés, on a les cartes de crédit qu'on a sécurisées, on a les personnel loan qu'on a sécurisés. Donc, le mix de tout ça peut te permettre d'avoir à peu près $500 000 sécurisés. D'office. Donc, comme tu viens de le dire, on ne se contente pas d'avoir un seul produit. On peut faire le mix. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pour ça l'objectif, c'est très important. C'est pour ça que la première question qu'on vous pose, et si vous ne savez pas, on vous aide un peu à avoir les idées claires. Comme j'ai dit, nous, on sait l'objectif. Parce que c'est soit on va le mettre dans l'immobilier, soit on va le mettre dans d'autres business aventures qu'on a, mais on sait déjà le business, on sait déjà le budget qu'on a besoin. Si par exemple, ton objectif, c'est de faire un business où tu n'as pas besoin de 500 000, prends pas les 500 000, mais tu as l'option. Tu as l'option si le crédit il est bon, si le profil est bon, si tu as les LLC qui est déjà prêt, d'accord? Donc, il y a tellement... Donc, ça, c'était les lignes de crédit, c'est ça? Hein? Oui. Et puis, tu as les personal loans. Il y a le personal credit card. Personal credit card, vas-y, parle-en. Alors, le personal credit card, c'est des banques que nous visons qui donnent des limites élevées, que tu peux convertir ces limites-là pour pouvoir les mettre dans le business. Mais c'est vraiment au moment où tu sais qu'en utilisant tes cartes de crédit, ça va affecter ton crédit score. Donc, c'est des choses qu'on utilise, mais qui sont remboursées très rapidement. Ça, c'est les dernières options. Mais on les met dans des investissements qui sont plus ou moins garantis. Très sûrs. Nous sommes des hommes, mais nous pouvons parler du business des salons de coiffure plus que des femmes. D'office. On a tellement de dossiers comme ça, c'est un truc de fou. La plupart d'ailleurs, c'est un travail qu'elles n'ont pas un business. Exactement. Elles ne savent pas comment structurer un business. Ce n'est pas avoir le bâtiment, avoir des chaises et des mèches qui font de ça un business.
sur le business plan jusqu'à ton supplier. Qui est celui qui te donne les mèches et les produits? Est-ce que tu payes ça à New York, à Chicago ou en Chine? Quel est le coût des transports si tu vas commander à l'usine en Chine? À combien ça te revient? Quel est le temps de livraison? Et est-ce que tu peux être wholesaler dans le commerce des produits? Est-ce que tu peux, tu peux avoir un salon de coiffure. Tu crées un salon, tu mets 10 chaises ou 20 chaises, tu loues les chaises à des coiffeurs. Tu n'es pas coiffeur, tu es propriétaire du salon. Ouais. Mais tu génères plus de revenus et la dame, tu vas passer toute la journée à coiffer. Yeah. On connaît plein de gens comme ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la coiffure mais qui ne traitent pas. D'ailleurs, c'est ça un business. Parce qu'ils ont structuré le salon de sorte que, en moyenne, nous devons avoir 10 clients ou 5 clients par jour. Comment générer ces 5 ou 10 clients? Nous devons faire de la publicité, faire des ads qui vont nous générer des leads qui vont être convertis en clients. Donc, du coup, on fait les projections avec le nombre de clients qu'on veut par jour et on fait un rétropédalage pour aller voir comment générer ce nombre de clients, en mettant maintenant des contenus de marketing en place. Maintenant, lorsqu'on a ça, le coût, combien on loue le salon? Est-ce qu'on est propriétaire? Est-ce qu'on est propriétaire du bâtiment ou bien on loue? Le coût de l'électricité, le coût des employés qui vont travailler avec nous. Je vais parler de la main-d'œuvre, les produits. Lorsqu'on met tout ça sur papier, par mois, le coût du business est peut-être $6,000. Est-ce que dans la projection des recettes, on aura les $6,000? Beaucoup de gens ne font pas ces calculs et ils se retrouvent chaque mois avec des difficultés. Ou ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. Et ils n'engagent pas un consultant. Exactement. Tu sais, notre communauté ne comprend pas qu'aux États-Unis, c'est une très grande industrie. En fait, historiquement, aux États-Unis, quand les gens créent un business, l'objectif derrière, c'est de revendre le business. Même s'ils ne le revendent jamais, mais la manière dont ils structurent le business, c'est si jamais ils ont envie de vendre le business, ils peuvent le vendre 3, 4x, ils appellent ça ou bien 4x ou 5x. Ça veut dire que si ton business n'a pas besoin de toi, si on t'enlève toi sommet sur ton business de salon ou ton business de trucking, est-ce que le business il fonctionne de A à Z, from the driver, du conducteur au supplier, où on répare, dispatcher? Si tout est automatisé, les compagnies sont bien structurées. Quand je dis les compagnies, je parle des entités. Est-ce que tu as les trusts? Est-ce que tu as les C-Corp? Est-ce que tu as les LLC, les DBA? Eh bien, si jamais toi, tu décides de rentrer au Burkina, tu peux littéralement vendre ça pour 5 fois ce que la compagnie ramène. C'est bien structuré. C'est pour ça que vous ne voulez pas être la personne centrale de votre business, parce que le premier rôle aux États-Unis d'un CEO, si vous avez un business, c'est d'expandre, c'est agrandir ton business, c'est d'ouvrir plus de... Comme nous, par exemple, c'est toujours acheter plus de biens immobiliers, construire une compagnie de construction dans la maison. Comme ça, on ne doit plus engager une main-d'œuvre, chercher à avoir plus de fonds. Donc, je ne travaille pas dans mon business, je travaille sur mon business. Donc, si tu dois te réveiller le matin aux États-Unis, aller ouvrir ton magasin, t'asseoir sur une chaise, attendre des clients, tu as un travail, tu n'as pas un business. Et si toi, tu n'ouvres pas, le business ne fonctionne pas, tu as un travail, tu n'as pas un business. D'accord? La même chose pour un salon. Très, très important, les entités que vous utilisez, comment vous les avez structurées, les entités. Est-ce que vous avez des H-Corp? Est-ce que vous avez des C-Corp? Des trusts, des choses comme ça? Donc, pour les gens qui sont mal structurés, prenez l'habitude d'appeler des consultants qu'on vous aide à restructurer votre business d'une manière professionnelle déjà, que si jamais même vous décidez de revendre plus tard, vous pouvez. Mais aussi, très important de structurer les choses d'une bonne manière. Au cas où quelque chose vous arrive, la manière dont vos enfants doivent hériter, c'est très important, la structure. Parce que la plupart des riches ici aux États-Unis, la manière dont ils structurent leurs entreprises, quand les enfants héritent, parce que tu sais jamais, ok, si quelque chose t'arrive, tu sais pas quel enfant est responsable, quel enfant n'est pas responsable, qui va détruire tout ce que tu as travaillé toute ta vie pour. Qu'est-ce qu'ils font? Tu hérites pas de biens immobiliers, par exemple, tu hérites du trust, du income from the trust, mais tu peux pas toucher les biens qui sont dans le trust. Donc, tu dois passer par des avocats. Toi, tu vas recevoir tous les mois des sommes qui ont déjà été prédéterminées. Et toi, en tant que parent, tu peux même rajouter que si l'enfant n'est pas responsable, il n'a pas accès ou bien il doit prouver ci ou ça. Donc, c'est très important de comprendre vraiment le système ici du business. D'ailleurs, même vous pouvez acheter des business qui existent déjà si vous ne savez pas. Business acquisition. Ici aux États-Unis, statistiquement, acheter un business, c'est beaucoup plus facile que de commencer un business, parce que la plupart des petits business qui commencent tombent en faillite avant les premiers 5 ans. Et tu peux acheter des business qui ont déjà 6 ans ou bien plus. Comme eux, ils ont arrêté de faire des enfants, ils ont un problème qu'on appelle le baby boomer.
problème. Donc, il y a plein de gens aux États-Unis, des milliers de personnes qui sont vieux maintenant, qui n'ont pas d'enfants, ils ont que des chiens. Ils ont des business, et je dis pas ça pour être marrant, c'est littéralement une réalité. Ils ont des business qui veulent vendre des daycare, des garages, toutes les industries. De logistique avec des camions. Voilà, qui les appartiennent déjà depuis des années. Et tu peux acheter ça existe déjà. Il y a un site, la dernière fois, je t'ai entendu parler de ce site. Moi, il y a un autre site que j'utilise, mais je t'ai entendu parler, c'est quoi du site où tu peux trouver des business? On a plusieurs sites. Il y a plein de sites. J'avais donné 2 ou 3 déjà dans Je connais bizbuy.com, par exemple. Bizbuy est un des sites, mais quand tu vas aller pour acheter, on va te demander ton crédit. D'office. Tu n'as pas forcément... Vous ne pouvez pas échapper à ça aux États-Unis. Pourquoi on ne fait que répéter crédit, c'est capital. Alors, on va nous venir dire quelque chose de très important. La population vieillissante est grande. Yes. Et c'est une opportunité. Les détenteurs de business pendant 20 ans, 30 ans, ils sont généralement couchés, malades, fatigués. Et on a eu une tradition aux États-Unis, quand les enfants ont 18 ans, ils quittent la maison familiale. Donc, le père et la mère qui sont fatigués, vieux, ils veulent se débarrasser de ce business qui génère des revenus. Donc, si nous arrivons à avoir un bon crédit, nous pouvons acheter des entreprises de logistique avec des camions, avec des bâtiments. Nous pouvons acheter des entreprises, même des salons de coiffure existants, avec des chiffres énormes. Nous pouvons acheter des garages. Nous pouvons acheter des maisons de retraite, toutes sortes de business que tu as en tête. Des restaurants, des magasins. Au lieu de te fatiguer à commencer le business. Parce que c'est déjà des business qui ont des financials. C'est des business qui ont des revenus mensuels, qui ont des profits, qui ont des employés qui ont travaillé pendant des années et des années. Tout ce que tu as à faire en tant que nouveau propriétaire, c'est d'avoir accès au compte bancaire et de dealer avec le manager. Tu vas toujours continuer à faire tourner le business. Et si tu vois que, voilà, ça m'a généré 30 000 de profit, tu discutes avec le manager, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir plus et vous vous engagez soit à expert, soit à agrandir l'activité ou à recruter plus de spécialistes et vous allez générer plus. Et chaque mois, dès le mois 1, mois 2, tu commences à générer des revenus. Les nouveaux business sont bons, mais tu dois prendre du temps d'abord d'adaptation, d'acquérir de nouveaux clients avant maintenant de commencer à être stable. Mais un ancien business qui a existé depuis 20 ans, il y a une clientèle déjà qui est là, de base. Et j'ai l'impression que souvent, nous, dans notre communauté aussi, c'est la plupart des gens, ils ouvrent un business parce qu'ils habitent dans un endroit où presque tout le monde dans la communauté a ce genre de business-là. Mais souvent, quand vous avez des idées d'autres business, vous pouvez chercher les coins où ça marche et il y a des très bonnes niches, comme par exemple le daycare. Le daycare marche beaucoup. La dernière fois, j'étais en train de négocier 2 avec la même famille. Ils sont même venus chez moi pour voir comment je vis chez moi. Est-ce que c'est propre? Est-ce que j'aime vraiment les enfants? Crédit. Ils ont demandé, même si tu as des partenaires dans les LLC, quand tu achètes le business, ils veulent voir le crédit de tous les partenaires. C'est pas qu'ils ont besoin de ton crédit, mais ils savent que si ton crédit est shit, s'il n'est pas bon, ça veut dire que financièrement, tu es irresponsable. Et s'ils te donnent leur bébé, parce que la plupart des gens que leur business les appartient depuis des années, c'est comme leur bébé. C'est le bébé qui est né, grandi avec eux, donc ils sont émotionnellement attachés. Ils veulent donner ça à une personne qu'ils savent que va garder ce business aussi pour les prochaines années, pas le perdre d'eux-mêmes parce que tu sais pas ce que tu fais. Donc quand tu achètes un business, souvent tu hérites de quoi? Les employés, tu hérites du manager, donc c'est pas quelque chose que toi tu dois aller travailler. Maintenant, c'est est-ce que tu as les compétences d'augmenter le cash flow du business, d'agrandir le business? Est-ce que tu es bon en marketing ou pas? Donc quand tu veux acheter un business, il faut viser une niche où tu as soit une compétence ou tu as quelqu'un, tu connais quelqu'un personnellement qui a une compétence que tu peux faire un partenariat avec. Peut-être toi, tu ramènes juste le financement. Donc, est-ce qu'il y a un financement qu'on a oublié? Parce qu'il y a plusieurs types de financement dont j'aimerais parler dans l'immobilier, comme je reçois beaucoup. Est-ce qu'il y a un financement qu'on a oublié? Oui, on n'a pas parlé des equipment finance. S'il te plaît. Ceux qui veulent acheter des équipements. Ça peut être un camion, ça peut être un véhicule pour transporter les patients, ça peut être des équipements des restaurants. Et après, j'aimerais bien sur ce sujet-là que tu rappelles un peu à quel point c'est très important même de connaître quel bureau s'occupe de quel genre de... Alors, donc, le equipment finance, les gens pensent que c'est justement les camions solvants. Non. Ceux qui sont dans la restauration, qui veulent ouvrir un nouveau restaurant. Toute la chaîne de cuisine, de frigo, jusqu'à tout le matériel nécessaire pour opérer, peut être financé par une de nos structures. Ce n'est pas forcément du liquide. Donc, quand on parle d'equipment finance, ça va. On utilise dans l'immobilier les salons de coiffure.
Si tu prends un salon qui veut être modernisé, qui veut acheter toutes sortes d'équipements modernes, des chaises de massage, des stations pour faire l'onglerie, des mèches, des produits, tout ça, c'est des équipements qu'on peut inclure dans le financement. Il n'a rien à voir avec le financement liquide que tu reçois. Donc, il y a ce type de financement. Maintenant, le financement de l'immobilier, ça, c'est toi ton domaine. Je vais te laisser parler des différents financements. Ceux qui veulent investir dans l'immobilier et qui se posent la question où avoir l'argent, comment commencer. Et je travaille, mais je ne peux pas économiser assez pour pouvoir me lancer dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'il doit faire et quels sont les types de financements qui existent pour quelqu'un qui a envie mais qui ne sait pas par où commencer? Alors, tout revient aussi même dans l'immobilier sur l'objectif, right? Est-ce que l'objectif, c'est acheter une maison principale où je vais y vivre? Est-ce que je suis résident permanent? Est-ce que j'ai un bon crédit? Et est-ce que je fais mes tax returns? Parce que dans notre communauté, une des premières erreurs que les gens ils font, ils ne déclarent pas leurs taxes. Ils ne font pas leurs tax returns. Si tu ne fais pas les taxes ici aux États-Unis, ça te pénalise. Le jour que tu vas aller à la banque pour vouloir acheter un bien immobilier, devine quoi? Ils ne vont pas te financer parce que c'est comme si tu n'existes pas dans ce pays. D'accord? Tu n'es pas productif dans ce pays. Donc, il ne faut pas confondre déclarer ses taxes et payer des taxes. La plupart des gens confondent ces deux-là. Tu payes des taxes que si tu es une personne qui gagne beaucoup. Pour la plupart des gens aux États-Unis, tu gagnes à peine quelque chose pour payer quoi que ce soit dans les taxes. Déclarer les taxes et payer les taxes, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre ces deux-là. Il y a que les gens qui gagnent beaucoup, 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 l'année, qui payent des taxes. Et même eux, c'est s'ils ne connaissent pas comment utiliser le véhicule comme l'immobilier pour déduire le taxe sur leurs revenus, qu'on appelle ça les revenus actifs. Alors, si tu es quelqu'un, ton objectif, c'est aller acheter 4 étages. Tu vas vivre sur un, tu vas faire louer les autres. Ici aux États-Unis, jusqu'à 4 étages, c'est considéré comme une résidence principale en fait. C'est pas commercial real estate, d'accord? C'est considéré comme single family. Donc ça s'appelle house hacking. C'est le secret caché des riches aux États-Unis. Ce que tu vas faire si tu es résident permanent et que tu as 2 ans de tax returns et que tu as un très bon crédit, 700 credit score ou bien plus, ton income on s'en fout, que tu fais Uber, que tu travailles dans un salon de coiffure, que tu travailles dans un restaurant, à l'hôpital, on s'en fout, que tu es avocat, on s'en fout. Tu peux viser des financements comme FHA. C'est un financement gouvernemental où tu ramènes sur la table que 3,5% d'apôtres, d'accord? Et ils vont te financer entre 95 à 97% de l'achat. Et non seulement ça, ils vont aussi prendre les étages où tu ne vas pas vivre, les revenus locatifs potentiels que tu vas ramener là. Ils vont les rajouter sur ton salaire pour te qualifier. C'est pour ça que c'est plus facile et plus simple de se qualifier pour plusieurs étages qu'un single family. Parce qu'un single family, ils peuvent regarder que ton income et tes tax returns parce qu'il n'y a pas de revenus qui rentrent. Tu comprends? Donc, si c'est ça l'objectif, il y a VA. VA, c'est encore mieux, même que FHA. Parce que VA, c'est pour les gens qui sont à l'armée ou bien si tu as quelqu'un de la famille directe qui est à l'armée et qui te donne accès. VA, si tu le fais les choses bien, tu peux même acheter jusqu'à 3 maisons avec ton VA. Tu peux acheter jusqu'à 3 triplex ou fourplex avec ton VA. Ça dépend de la capacité que tu as accès. Ça dépend de ton grade. Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération quand tu es à l'armée. D'accord? Et maintenant, tu as aussi ce qu'on appelle conventional. Conventional loan, là, tu ramènes dans les 5%. Ça, c'est pas gouvernemental. Donc, VA, FHA, c'est garanti par le gouvernement à la banque. C'est pour ça que la banque, elle est moins stricte avec ça. Et c'est les meilleurs financements qu'il ne faut pas les gaspiller sur un single family la première fois. D'accord? Et d'ailleurs, le FHA, les gens, ils savent pas. Tu peux emprunter jusqu'à 1,6 million maintenant. Wow. Avant, c'était 800 000 max. Wow. Ils ont augmenté jusqu'à 1,6 million. Et ils peuvent même te prêter ces financements-là pour construire ta maison au lieu d'acheter une maison qui existe déjà. La plupart des gens ne savent pas ça. Même construire du multifamily, là, tu peux aller prendre FHA, VA ou conventional pour construire un fourplex ou duplex ou triplex. Beaucoup de gens ne savent pas. Donc, si l'objectif c'est ça, eh bien, on va viser ce genre de produit-là. Si tu es la personne qui, OK, moi je suis légal ici, mais je n'ai pas la résidence permanente, mais j'ai un bon crédit et je suis légal, j'ai un numéro social. On va aller plutôt vers des produits comme soit le conventional, si tu as les tax returns. Si tu n'as pas les tax returns, on va oublier tout ça et on va aller prendre un LLC. Avec le LLC, on va aller prendre des choses qu'on appelle par exemple DSCR loans ou asset-based loans. Ce sont des financements qu'on prête à un LLC, mais ce produit de financement, c'est spécifiquement ça, c'est pas avec Chase, c'est pas avec Bank of America, c'est pas avec Wells Fargo, c'est avec ce qu'on appelle des hard money lenders ou bien des petites banques privées en fait. Ces produits-là, c'est littéralement, ils vont te qualifier par rapport juste
tout ce qu'ils vont regarder, c'est le bien et le loyer que les biens ramènent. Donc, on te qualifie par rapport au revenu locatif que le bien ramène. Tu peux acheter 4 étages, 5 étages, 6 étages. Le secret, c'est aller d'abord sécuriser le cash que tu as besoin de ramener sur la table via tous les autres financements dont on vient de parler. Les financements à 0%, les SBA, le grants. Quand tu as le cash là, 50 000, tu peux aller maintenant à côté ici acheter 4 étages. Tu as déjà les 50 000. Maintenant, tu vas aller essayer d'avoir un DSCR, par exemple. OK? Maintenant, si tu es quelqu'un qui est comme nous ici, tu dis, tu sais quoi? Moi, par exemple, j'ai eu des single family, mais je me suis rendu compte que j'aime pas. J'ai l'impression d'être esclave d'une adresse. J'aime beaucoup bouger. Quand mon business me demande de bouger, ça ne me dérange pas du tout. Du coup, je préfère louer et j'en avais marre de me casser la tête à tondre des gazons et des choses comme ça. Mais si tu es quelqu'un qui dit, tu sais quoi, tu veux devenir développeur comme Mamadou, ou bien tu veux être investisseur temps plein dans l'immobilier, c'est que tu as besoin, par exemple, imagine, tu veux faire un projet de rénovation. Tu vas trouver une maison lapidée, tu vas la rénover, tu vas la revendre sur le marché pour du profit qui va te prendre entre 4 à 7 mois. Ça ne va pas changer. On va d'abord aller sécuriser les financements à 0%. Après, à côté, maintenant, on va aller chez un hard money lender. On va montrer notre compte bancaire. J'ai déjà mes financements à 0%. On va montrer ça comme notre cash dans la banque. Et on va dire, mon agent commercial ou bien moi-même, j'ai déjà identifié une maison lapidée sur le marché ou bien j'ai envie. Est-ce que tu peux me préqualifier pour un fix and flip loan? Un fix and flip loan, c'est spécifiquement pour une maison lapidée que tu vas rénover pour revendre sur le marché. À côté, tu as quoi? Tu as construction loan. Construction loan, c'est si tu vas trouver un terrain, tu vas construire et tu vas soit te revendre, soit y vivre, soit te faire louer. Si tu es quelqu'un comme moi, tu veux être développeur, ça veut dire que tu vas commencer d'abord par des projets qu'on appelle des specs build. Ça, c'est quand tu construis des maisons de single family et tu revends pour du profit. C'est ça que nous, on fait. On spécialise dans la gamme de luxe. Avec ça, tu as le construction loan. Maintenant, si tu veux construire un bien locatif, tu as ce qu'on appelle aussi, ils vont d'abord te donner le fix and flip loan. Ça, c'est toujours 12 à 24 mois. Parce qu'un projet, vraiment, si tu construis un projet aux États-Unis, ça ne devrait pas dépasser les 12 mois. À part si tu construis les grands étages de 100 unités. Mais je parle des petits étages 4, 6 ou bien un single family. Maintenant, si tu construis un étage, puisque tu vas les garder pour louer, ils vont d'abord te financer. Pour le construction loan, ils vont dire, OK, tu as 12 mois pour construire. Une fois que tu finis la construction, tu vas revenir chez la même personne qui t'a donné le financement, là, ou bien une banque, Chase, Bank of America ou whatever. Tu vas aller chez eux, tu vas dire, OK, j'ai déjà construit le bien. Voici les loyers que ça va me ramener, ou bien si tu as déjà mis des locataires, maintenant, ils vont te donner un financement stable de 30 ans ou 50 ans, dépendant le bien, pour que tu le gardes en tant que bien locatif. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a plusieurs produits. Tout dépend de l'objectif. Tu dois vraiment savoir c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que tu veux accomplir. Et c'est jamais l'un ou l'autre. Nous, on fait un mix de tout. On fait même un mix de levée de fonds personnels. Toi-même, tu sais, Sommet. On a des gens qui travaillent avec nous, qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas le temps d'aller chercher les biens immobiliers. Ils n'ont pas le temps de gérer une équipe de construction. Ils n'ont pas le temps de négocier avec des propriétaires, d'aller sur le terrain, surveiller le projet. Et ils ramènent juste leur argent. Ils travaillent avec nous. Soit un partage de profit ou bien ils reçoivent un retour sur leur argent, dépendant combien ils investissent. Et bien ça s'appelle private money. Tu fais des levées de fonds avec des relations, des gens qui tu as des relations privées avec. Tu travailles avec leur argent. Ce qui est bien avec l'immobilier, comme c'est tangible, ici aux États-Unis, ton argent est littéralement sécurisé sur le bien physique. Même les banques aux États-Unis, c'est pour ça. Si tu vas chez eux maintenant, tu dis financement 1 million sur un bien physique qui est déjà rénové, par exemple, ils vont te le donner facilement parce que c'est sécurisé sur le bien physique. Tu ne peux pas fuir avec la maison et tu ne peux pas vendre, refinance sans les payer. Donc, il y a 2 documents qui font ça. Ça s'appelle un note and a deed of trust. Les banques ont la même chose. Beaucoup de gens confondent 2 documents aux États-Unis. Quand tu achètes un bien et tu prends un financement à la banque, ta maison primaire ou bien un bien locatif que tu gardes, le titre de la maison et le document du financement que tu as pris, c'est 2 documents différents. Donc, la banque, ils ont un document qui sécurise l'argent, mais le titre, c'est au nom, à ton nom, à toi ou bien au nom de ton LLC. Beaucoup de gens confondent ces 2-là. Donc, toi aussi, Sommet, si Sommet vient chez moi, Sommet dit, OK, Mamadou, moi, j'ai $200 000. J'ai pas le temps de faire des projets de construction, mais j'aimerais bien travailler avec toi, soit pour avoir l'expérience, pour apprendre, ou bien juste, moi, je suis occupé avec mes business respectifs, je veux juste faire travailler mon argent dans l'immobilier, mais j'ai pas le temps de gérer l'équipe. Eh bien, tes 200 000 là vont être sécurisés sur le bien physique. Si je disparais, si quelque chose m'arrive, tu as quelque chose à saisir et revendre, puisque la documentation, là, des documents que je te dis, ça va être enregistré à la commune où la maison se trouve pour sécuriser ton argent. Et comme les données sont publiques aux États-Unis, tu peux aller sur le site de la commune, tirer l'adresse de la maison et voir que Sommet LLC a bien prêté 200 000 sur cette maison, ici, avec tel terme.
C'est enregistré là-bas. Et le jour que je disparais, tout ce que tu fais, c'est prendre un avocat, prouver que j'ai disparu, je t'ai pas payé, et boum, tu saisis le bien via un processus qu'on appelle foreclosure. Et maintenant, tu peux revendre au moins récupérer ton argent. Right? Donc, il y a plusieurs produits comme ça. Il y a des loans qu'on appelle des non-recourse loans. Par exemple, si vraiment tu montres à la banque que tu es quelqu'un qui a déjà, par exemple, géré un bien ou 2 ou 3 biens locatifs. Okay? Tu te rappelles tout à l'heure, tu as parlé de ne pas mélanger tes dépenses personnelles avec ton business. Si tes finances sont bien structurées, ton business est bien structuré, à un moment donné, même, ils vont commencer à donner des financements pour l'immobilier où ce n'est pas du tout lié à ton crédit personnel. Ça veut dire que si jamais ton LLC, tu tombes en faillite ou quelque chose arrive et tu abandonnes, ils ne peuvent pas venir saisir ta voiture personnelle, ils ne peuvent pas venir saisir ta maison personnelle, la maison de tes enfants. Donc, ça s'appelle non-recourse loans. Tu vois, il y a 1 milliard de produits ici aux États-Unis, c'est l'objectif. La plupart des gens ne sont pas clairs sur leur objectif. Ou bien ils ne se forment pas, ils n'investissent pas sur eux-mêmes pour se former. Combien je t'ai dit, on a dépensé dans notre entreprise quand on a déménagé à Dallas ici pour que je sois dans un club avec tous les VIP développeurs à Dallas? $50,000. 50 000 $ Pour une formation personnelle. Ouais. Juste joindre un club pour accéder à tous les contacts. Toute personne qui est quelqu'un, qui est un développeur de luxe ici, à Dallas, j'ai accès à eux juste pour avoir payé 50 000. Ça veut dire que j'ai investi en moi-même. Donc, notre problème, la première des choses, on n'investit pas sur nous-mêmes. On veut toujours se débrouiller. Alors, donc, parlant de formation, Amadou et moi, nous avons une académie où nous donnons des cours en français pour notre communauté. Toutes les questions immobilières, toutes les questions de financement, toutes les questions de crédit, comment créer une entreprise ici aux États-Unis, une entreprise bancaire, c'est-à-dire respectant tous les codes banquiers, de l'adresse au nom de l'entreprise, c'est des choses extrêmement capitales. Donc, cette académie nous forme tous les hommes et toutes les femmes qui ont envie d'apprendre tout type d'immobilier. Que nous donnons 4 fois par semaine, les mardis à 19h sur Zoom. Les mardis, on parle d'immobilier, les différents types d'investissements immobiliers, comment acheter un terrain, comment acheter sa résidence primaire. Alors, parlant des résidences primaires, nous avons beaucoup de gens de la communauté qui ont acheté des maisons sans comprendre dans quoi ils se mettaient. Ouais, en effet. Et ils se retrouvent avec des mensualités très élevées qui leur permet de ne même pas dormir dans la maison qu'ils ont acquise. Donc, nous avons une solution. Contactez-nous. Nous allons réviser les termes de l'achat de votre maison et des mensualités que vous payez pour voir comment vous sortir de là et comment restructurer. Donc, on peut vous accompagner et diminuer ce stress-là. Donc, les mardis, on parle d'immobilier. Les jeudis, on parle de la création d'entreprises, les LLC aux États-Unis. Et le crédit. On parle du crédit, réparation du crédit, construction d'un nouveau profil de crédit. Et ensuite, on parle du financement des projets. Exactement. Les samedis, à 12h, nous parlons encore d'immobilier, mais là, c'est des... Analyse de deal. Comment choisir les bons zip codes, Exactement. la différence entre les états bleus, les états rouges, les divers produits de financement qui existent sur l'immobilier, faire des cas d'études et tout ce qui va avec. Et les dimanches, on a un cours de communication sur l'immobilier. Ouais. Savoir communiquer avec les banquiers, les agents commerciaux, comment aller communiquer quand vous allez pour l'interview, pour les financements, et savoir communiquer en général. Parce qu'ici aux États-Unis, comme je vous dis, même pour accéder au grant, c'est quoi? Ton business plan, c'est juste de la communication. Est-ce que tu peux communiquer clair, d'une manière concise et précise? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Quel est mon objectif pour les prochains 1 an, pour les prochains 5 ans, court terme, long terme? Donc, la communication, la plupart des gens savent à peine se présenter. Donc, on fait des jeux de rôle où littéralement, je prétends être un banquier, Sommet communique avec moi, m'appelle, ou bien je prétends être un agent commercial, ou je prétends être un vendeur de maison, et il m'appelle et on apprend la communication comme ça. Alors, donc, c'est très important d'avoir ces notions en communication. On a généralement cette question qui nous vient en tête. Est-ce qu'il faut aller à l'école pour être un investisseur immobilier? Est-ce qu'il faut un certificat pour investir dans l'immobilier? Alors, on a répondu à cette question à plusieurs reprises. Mais on va la répéter encore et encore. On va la répéter. Yeah. Ici aux États-Unis, il faut savoir que la seule chose dont vous avez besoin d'une licence pour, c'est si vous voulez être agent commercial. Agent commercial, ce sont juste une personne qui assiste les gens qui investissent ou bien les gens qui veulent acheter une maison à soit trouver la maison ou bien lister la maison sur le marché, les aider à vendre et gagner une commission. C'est juste une assistante administrative en quelque sorte ou un assistant administratif. Un investisseur, c'est la personne à qui le bien appartient. OK? Tu n'as pas besoin
besoin de licence pour être investisseur, ça c'est un. Deuxièmement, n'allez pas vous mettre dans des endettements pour les études, 100 000, 200 000 dollars pour des diplômes qui ne vont pas vous servir, parce que je vous garantis que vous n'allez pas apprendre 1% de ce que je connais dans l'immobilier, que j'ai appris sur le terrain à l'école. Ça n'existe pas ici, ils ne vont pas vous apprendre ça à l'école. Mais vous n'avez pas besoin de licence pour être investisseur immobilier. Tout ce que vous avez besoin, c'est le savoir. Alors, pour les gens qui veulent travailler dedans, ça c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens de notre communauté Sommet qui m'appellent, qui disaient hey, je faisais l'immobilier, j'étais dans la construction en Guinée, j'étais dans la construction au Burkina, des choses pareilles. Ces gens-là, si tu veux travailler dans le projet, tu dois avoir la licence pour certains traits. Par exemple, les plombiers doivent toujours avoir une licence. L'électricien doit avoir une licence. Les spécialistes de la ventilation doivent avoir une licence. Les gens qui changent les toits doivent avoir une licence. Mais il y a certaines choses dont tu n'as pas besoin de la licence. Ici, on travaille avec un jeune ici à Texas. Il a à peine 20 ans. Il gère au moins 18 compagnies. Il fait la peinture. Il n'a aucune licence. Mais toutes les grandes compagnies ici aux États-Unis qui construisent, à Dallas, Texas, l'appellent lui, ses compagnies à lui, pour venir faire la peinture dans leur maison de luxe. Il n'a aucune licence. Donc, il y a plusieurs compagnies que vous pouvez avoir où vous n'avez pas besoin de licence. Vous avez juste besoin de financement et de commencer. Par exemple, on a un terrain, la plupart des terrains à Dallas, quand on les achète dans les quartiers luxe, on doit démolir toujours une maison lapidée. D'accord? Donc, si tu as une compagnie de démolition, tout ce que tu as besoin de quoi? Les cartes dont tu as parlé là, pour les equipments. Si tu as les matériaux de démolition, tu peux littéralement aller acquérir des clients qui vont t'engager toi pour faire la démolition une fois qu'on achète les terrains. Ça varie entre 10 000 à 15 000 dollars que tu charges par projet. Et parlant de ça, lorsque tu es dans la démolition, tu n'as même pas besoin d'acheter le Caterpillar, tu n'as pas besoin d'acheter la machine qui va creuser ou bien ramasser. Tu peux littéralement louer ces équipements. Exactement. Toi, dès que tu as le savoir, tu peux créer ta compagnie de démolition et juste pour un projet de démolition, tu repars entre 10 000 et 100 000 dollars. Le savoir le plus important dans ce business ici, c'est client acquisition. Est-ce que tu sais trouver des clients ou pas? Exactement. Okay? Si tu sais aller sur le terrain trouver des clients, tu peux juste aller louer les matériaux et tu donnes le service. Donc ça, tu n'as pas besoin. Project management. Project management, c'est la personne qui va sur le terrain pour nous. On vient de parler tout à l'heure à quel point, si tu as un business que toi, tu dois te réveiller le matin pour aller pour que le business il fonctionne, ce n'est pas un business. Nous, on a quelqu'un qu'on paye qui va tous les jours sur nos projets de construction juste pour surveiller. Surveiller que la main-d'œuvre est là-bas, les choses se passent bien, personne ne vole les matériaux. Ce qui devait se faire aujourd'hui, c'est fait. Ça s'appelle project management. Tu n'as pas besoin de licence pour ça. Étape par étape, tu peux faire project management. Il y a tellement de choses, les gens qui installent les tapis, pas besoin de licence. Donc, il y a plein de petits services comme ça que tu peux offrir où tu n'as pas besoin de licence. Mais si tu veux être l'investisseur, toutes ces choses-là, nous, on les engage. D'accord, on a ça in-house, mais un investisseur n'est pas la personne qui va sur le terrain pour travailler. Donc, pour être investisseur, non, vous n'avez pas besoin de licence. Si vous voulez être agent commercial, oui, vous avez besoin de licence. Et les autres, comme j'ai dit, les toits, la ventilation et tout ce qui va avec, il y a certaines choses. Aujourd'hui, on est en 2025, la famille. Asseyez-vous sur ChatGPT et demandez à ChatGPT, hey, dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de licence aux États-Unis si j'ai envie de devenir investisseur immobilier? Et notre philosophie avec Mamadou, c'est de travailler avec le plus de compagnies africaines possible. Je cherche, je trouve pas. Voilà. Il y a des marchés qu'on veut donner à des Africains, mais on n'a aucune compagnie qui est dans le domaine. Mais de l'achat du terrain, de la fondation, à la construction, à la toiture, à la structure principale, à la peinture, au tapis, l'installation de la cuisine, mais il y a tellement de petites entreprises qui peuvent intervenir dans la construction. Nous sommes dans la construction. C'est notre spécialité, c'est notre gagne-pain. On parle immobilier toute notre vie. On développe. Personne ne peut nous changer de route. Le développement, c'est notre gagne-pain, c'est notre activité principale. Donc, on aura besoin de travailler avec toutes les entreprises africaines qui ont des compétences dans ce domaine. Professionnel. Le plus dur, que ce soit africain venu ici ou africain-américain, vous savez pourquoi vous ne voyez pas beaucoup de Noirs engagés dans tous les projets de construction dont vous passez? C'est parce que les Noirs, on n'arrive pas à être quoi? Professionnel. On n'arrive pas du tout. Donc, il ne faut pas m'appeler « Oh, mon frère » juste parce qu'on... Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu as les matériaux qu'il faut? Est-ce que tu vas être à l'heure? Est-ce que tu sais me structurer, d'accord, les codes que tu vas me donner d'une manière professionnelle? C'est de ça dont je
parle. Donc, c'est pas parce que tu es de Guinée que je vais t'engager ou bien tu es du Cameroun que je vais t'engager ou bien tu es du Burkina qu'on va t'engager. Non, on veut des gens professionnels, mais de toute façon, tout doucement, on est en train de construire notre propre équipe d'une manière intérieure. Mais voilà la famille, écoutez, on peut parler ici jusque demain. D'ailleurs, autre chose avant que j'oublie, pour ceux qui ne savent pas, on va commencer des webinars en ligne. Donc, ça va être d'une manière virtuelle. C'est comme des événements, mais d'une manière virtuelle. On va faire ça pour 3 jours à chaque fois. Donc, conférences de formation, merci. Virtuelle. Donc, tous les 2 semaines, on va faire 3 jours, d'accord, d'une manière virtuelle, comme on ne peut pas être dans tous les États en même temps pour l'instant. Donc, à partir de novembre, on va commencer ça. Ça, on annoncera aussi. Vous aurez les liens pour vous abonner pour ça. Autre chose aussi, la famille, quand vous venez chez nous pour la réparation de crédit et tout ce qui va avec, oui, on va vous envoyer un lien. Vous allez réserver un appel et nos assistantes vont vous appeler d'abord, faire une consultation gratuite de votre crédit de profil et dire exactement qu'est-ce qui a réparé, qu'est-ce qui a effacé, qu'est-ce qui a boosté avant de mettre votre dossier sur notre table. Donc, la communauté africaine est très têtue. Arrêtez d'insister que si vous ne parlez pas avec Mamadou ou même si vous ne parlez pas avec... Quand vous allez acheter chez Amazon, vous ne demandez pas « Oh, si je ne parle pas avec Jeff Bezos, je ne vais pas acheter. » Donc, on arrête un peu ça. On a beaucoup ce problème dans notre communauté. On n'a pas le temps de monter au téléphone avec tout le monde, sinon on ne peut pas gérer nos business respectifs. Donc, s'il vous plaît, parlez aux assistantes. Ils vont vous demander tout ce qu'il y a, d'accord. Bien sûr, assurez-vous d'abord que c'est nos liens crédibles, d'accord? Assurez-vous que si vous nous contactez, d'abord, c'est nos liens crédibles. Après, c'est nos assistantes qui vont faire la consultation initiale. Oui. Et c'est après, maintenant, que Sommet, tu rentres en jeu pour leur donner quoi? Le résultat de leur profil, de leur audit. Tu peux parler un peu de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de effectivement, le processus pour analyser un profil de crédit, il est d'abord méthodique. La première phase, c'est d'abord avoir ton report de crédit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que ton nom il est écrit correctement? Est-ce que ton adresse il est écrit correctement? Est-ce que tu as des comptes négatifs? Lesquels des comptes sont négatifs? Quel est le degré de négativité dans le compte? Est-ce que c'est un late payment? Est-ce que c'est un collection charge-off? Est-ce que c'est juste un bankruptcy ou bien un tax lien ou un cash support lien? Donc, beaucoup de nos clients ne savent même pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si nous faisons une chirurgie, on ouvre le ventre du crédit et le client voit, oh, ça, je ne savais pas qu'il était là. Merci, tu es le médecin du crédit. Comme un docteur, tant qu'il ne te visite pas, ils ne peuvent pas te prescrire un médicament. C'est la même chose parce que la plupart, ils appellent, ils demandent c'est combien. Ben, on ne sait pas tant qu'on n'a pas vu ton profil parce qu'on ne sait pas. On fait toujours des consultations gratuites d'abord pour voir ton profil de crédit. Ensuite, ce profil-là, il doit être audité. Quand l'audit va séparer les éléments négatifs et les éléments positifs, et nous allons maintenant prescrire la stratégie que nous utilisons pour nettoyer le crédit. Et comment ça se fait? C'est des lois, les consumer laws que nous utilisons légalement pour attaquer les reporting agencies. Ici aux États-Unis, il faut comprendre qu'il y a 3 bureaux majeurs qui détiennent les informations de crédit de tous les consommateurs qui existent aux États-Unis et qui ont un numéro de Social Security. C'est TransUnion, qui est le premier bureau, le deuxième bureau Experian et le troisième bureau Equifax. Ces 3 bureaux, lorsqu'une banque veut te donner un approval ou bien veut t'accepter pour un produit financier, cette banque va consulter ces 3 bureaux. À partir de ton numéro de social, on va leur donner une idée de ton profil et cette banque va accepter ou rejeter. Au-delà de ces 3 grands bureaux de crédit, il y a une dizaine de credit bureaux qui sont dans l'ombre, comme des sous-bureaux, qui détiennent vos informations, qui donnent à ces 3 grands bureaux, comme des sous-bureaux. On les appelle Consumer Reporting Agencies. On en a plein qui détiennent toutes nos données. Alors, donc, je disais que la première étape, c'est d'abord avoir son credit report. Nous vous donnons un lien. Vous commandez votre credit report. Obligatoirement, vous allez donner votre social sécurité d'office. Sinon, vous n'aurez pas votre credit report. Sinon, on ne peut pas accéder. On ne peut pas accéder. Mais il y a l'application qui protège les données, comme tu disais. Absolument. Nous sommes tenus par la loi fédérale de la protection des données. Donc, il y a une application qui protège toutes les données que nous collectons avant de les analyser. Il y a aussi un contrat qui vous permet d'être sécurisé et de nous donner la permission de travailler de façon légale sur votre profil.
Donc, après avoir obtenu le credit report, la deuxième étape, c'est l'audit. Notre logiciel va auditer et nous dire pourquoi vous pouvez être approuvé par une banque, pourquoi votre dossier est insuffisant et nous faisons maintenant l'analyse pour vous dire voilà ce que nous devons faire. Yeah. Merci. Voilà. Écoutez la famille, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Continuez à nous suivre. On va continuer à faire ce podcast. Donc, comme je dis, c'était l'effet BOOM et l'acronyme BOOM, c'est pour être brave, obsédé, optimiste et garder une mentalité qui est abondante. Et c'est exactement ce qu'on a accompli aujourd'hui. D'accord, la famille, il y en a assez pour tout le monde. C'est pour ça qu'on partage cette information. Parce que si tout le monde, vous tous dans la communauté africaine aujourd'hui, vous commencez dans l'immobilier, il y aura encore assez d'immobilier pour moi. Il y en a assez pour tout le monde, qu'on arrête un peu d'être radin de l'information. C'est pour ça qu'on est trop en retard, nous les Africains, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe, parce qu'on garde toujours l'information. Même l'information, on n'aime pas partager la famille. Donc attendez-vous aussi, il y a notre magasin qui arrive où vous pourrez aussi acheter des livres sur tous ces sujets ici, des e-books pour les gens qui aiment bien la lecture. Si vous voulez même prendre ceci et transformer ça en business, vous commencez votre propre compagnie de credit repair et tout ce qui va avec. Il y a le shop aussi qui arrive pour ça. Et vous voir la prochaine fois. Comment nous trouver? Vous pouvez me trouver sur Instagram à Real Estate Diallo ou bien Mamadou Diallo Immobilier. Je suis sur TikTok aussi, Mamadou Diallo Immobilier. Attention, je ne parle jamais de crypto ou de Bitcoin. Je ne parle que d'investissement immobilier. Tous les comptes à mon nom qui vous écrit pour le crypto, ce sont des faux comptes. Ne répondez pas. Et Sommet, vous le trouvez sur Instagram aussi et tous les autres réseaux. Donne-leur le nom. Le TikTok, c'est Sommet, The Credit Expert. Instagram, Sommet, The Credit Expert. Bientôt, ma chaîne YouTube sera en place aussi parce que je suis bébé dans les réseaux sociaux. Voilà mon professeur Mamadou Diallo. There you go. La famille, on est là, on est avec vous. Donc, aimez la vidéo, laissez un commentaire, partagez s'il vous plaît. Soyez pas radin de cette information. Partagez avec vous, toute votre famille, votre cousin, vos petits-enfants, vos enfants, surtout vos enfants qui grandissent ici, d'accord? Et n'oubliez pas d'aller vous abonner aussi sur la chaîne anglophone pour ceux qui parlent mieux anglais, Mamadou Diallo Real Estate. On va aussi faire le même podcast qu'on est déjà en train de faire, mais en anglais, d'accord? Là-bas aussi, on a une histoire de quoi? 15 000 abonnés, donc allez-y vous abonner là-bas aussi, la famille. Donc, on sert notre communauté francophone. On est en service pour notre communauté francophone et notre communauté anglophone. Vous avez de la chance. On est bilingue, la famille, ok? On voit la prochaine fois. D'ici là, gardez la mentalité. Boum, 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 boum.